Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau lundi soir. Alors jusqu'à présent, on avait eu pour habitude d'interroger, de rencontrer, de débattre avec, en général, avec des personnes qui sont un petit peu des gens du milieu intellectuel, des universitaires, des gens qui ont des activistes, enfin des gens qui ont travaillé sur des sujets précis, des thèmes particuliers qui nous intéressent. Mais depuis quelques semaines, on se disait qu'il y aurait aussi un intérêt à se pencher sur des institutions, sur des métiers, sur des expériences situées, localisables et qu'on ne connaît pas forcément très très bien. En discutant entre nous, la première figure enfin, à laquelle on a pensé, c'est celle du juge. Les juges, on en parle souvent à la télévision, parfois on a la malchance de devoir leur faire face, et pour autant, tout cette espèce de milieu de la magistrature, on voit pas très bien en quoi ça consiste et à quoi ça ressemble. Et donc on s'est dit, il faudrait qu'on invite une juge ou un juge et qu'on lui pose des questions sur le quotidien de la justice, sur ce que ça signifie personnellement, subjectivement, de juger les autres toute la journée. Et on s'est dit que ça serait un petit peu compliqué de trouver un juge en fonction parce que il y a forcément, la parole n'est pas forcément très très libre dans ce genre de métier. Et donc on a épluché le journal officiel pour essayer de voir s'il n'y avait pas, par chance ou par hasard en tout cas, un ou des juges qui aient récemment déserté le métier et qui seraient donc plus enclins et plus libres pour en parler. Et patatras, on est donc tombé sur un nom, après quelques recherches assez rapides, on a réussi à joindre cette juge, qui est donc Anne-Laure ici présente, et qui a donc accepté, après qu'on l'ait contactée, de venir discuter avec nous et nous raconter un petit peu ce métier qu'elle a donc exercé pendant un certain nombre d'années et qu'elle a très récemment quitté. Enchaîner ou... Non, mais oui. Bonsoir et merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment heureux de vous accueillir. Et peut-être en fait on a simplement envie de connaître un petit peu aussi votre parcours, ce que vous avez fait. Enfin, on sait que vous avez été juge d'instruction, juge pour enfants. Comment initialement vous avez décidé de vous embarquer dans ce genre de carrière et ensuite on discutera justement de ce moment de la désertion. Ouais, alors moi je suis rentrée, en fait j'ai passé le concours en 2003. Et en fait, je suis vraiment l'archétype de la magistrate de cette époque-là. Même si depuis, ça a un peu évolué sociologiquement le corps. En fait, je suis vraiment classe moyenne sup, bonne étudiante en droit, avec un parcours assez facile. Et je suis arrivée à l'époque DEA, donc 5e année. Je savais pas trop quoi faire et en fait c'est un peu un choix par défaut, ce qui est pas forcément représentatif, je pense, des magistrats, parce que c'est pas mal, ce qu'on entend pas mal dans le corps, c'est un métier à vocation, etc., avec pas mal de gens qui veulent faire ça depuis qu'ils sont au collège et tout ça. Moi c'était pas trop mon cas, c'était un peu plus j'ai pas trop envie d'aller bosser dans le privé, je sais pas trop, voilà. Et un peu, on va dire politiquement, une sensibilité un peu très gauche étatique à l'époque, ouais, sens du service public et tout ça, et de se dire par défaut, je vais essayer de passer le concours et je vais voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, on peut faire il y a une diversité des métiers à l'intérieur, mais avec en plus une représentation évidemment hyper romantisée de ce que ça pouvait être. Et donc du coup en fait j'ai préparé et passé le concours que j'ai eu et voilà. Quand tu dis représentation romantisée, c'est-à-dire que toi à ce moment-là, être juge, ça correspond à quelle romance? Et en fait c'est compliqué de me remettre de ce que ça pouvait être à l'époque pour moi, mais en fait ce dont je me souviens, c'est que quand je suis arrivée la première fois, parce qu'en fait on fait un stage, quand on a le concours, il y a toute une formation théorique à l'école, puis après on part en stage. Et en fait, les premières fois où j'ai vu ce que c'était vraiment, je me suis dit, ah ouais, mais non, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Et donc, je pense que c'était plus une idée de, je fais du droit, pas avocat, en fait, le côté avoir sa clientèle, devoir dealer avec ça, ça me disait pas. Et je me disais, en fait, être plutôt celui
qui représente, entre guillemets, la société au nom du peuple français, blablabla, de prendre les décisions à ce moment-là, d'être dans ce rôle-là, ça m'allait mieux, quoi. Mais en fait, sans avoir d'idée précise de fonction par fonction, à l'époque, j'étais déjà plutôt... anti-répression, c'est un bien grand mot, mais j'étais pas du tout carcéraliste, donc en fait, c'était vraiment pas mon trip de me dire ouais, je vais y aller parce qu'en fait il y a trop de délinquance et il faut faire quelque chose. Ça c'était non, mais par contre j'avais pas une représentation très claire des différents métiers. Par exemple, juge des enfants, c'est un truc que je voyais pas, voire limite je savais à peine que ça existait, sauf ce qu'on peut en lire dans les cours de droit, mais qui reste super théorique. Donc du coup, avec une idée de bah oui, il y a des fonctions où on va être un peu l'État qui protège les personnes vulnérables, et ça c'est plutôt chouette. Voilà, des trucs super un peu théorique, cliché, quoi. Mais tu dis que c'est cliché parce que, et juste avant, tu disais que quand tu arrives dans la magistrature, pas que tu déchantes, mais en tout cas que ça ressemble pas à ce que tu te disais. Et donc ça ressemble à quoi quand tu y arrives ? Alors, en fait, je déchante pas parce que, c'est plutôt l'inverse au début. C'est les premiers stages, quand on arrive, en fait, on a des premiers stages, ce qu'on appelle même d'observation, en fait. C'est-à-dire qu'on assiste à ce qui se passe vraiment dans le bureau d'un juge, sur à peu près tout, les audiences et tout ça, on voit un peu de l'intérieur. Et là, non, c'est plutôt... c'est pas déchanté, c'est plutôt même... Waouh, en fait, il se passe vraiment des trucs. C'est-à-dire que humainement, c'est même un truc qui happe pas mal. Parce qu'il se joue quand même vraiment des scènes assez intenses. C'est en plus un rythme de travail assez important. Donc c'est des gens... les magistrats, quand on les voit comme ça, ils paraissent assez engagés et tout ça. Donc en fait, c'est pas non, c'est pas on déchante, c'est genre waouh, en fait, c'est assez riche et il y a plein de trucs et on est vraiment en proie avec plein d'aspects de la société, humain, etc. Donc dans un premier temps, ouais, c'est plutôt dans ce sens. Alors, c'est vrai que nous, on a l'habitude de fréquenter les juges dans des cadres assez différents, et en fait, je pense qu'on en a une idée assez abstraite du contenu concret du travail. Et vous dites que vous êtes confronté en fait à des scènes intenses, une espèce de rythme de travail assez intense. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait concrètement cette intensité, en quoi ça consiste, quelles sont vos premières impressions ? Ouais, alors en fait, déjà, il y a... juge, en fait, il y a 10 000 métiers de juge à l'intérieur. C'est pas du tout la même chose, le quotidien d'un juge qui va être, ceux, j'imagine, que que dans l'imaginaire que vous pouvez avoir, sont ceux que vous croisez le plus, c'est-à-dire le juge qui fait des audiences correctionnelles, par exemple. C'est pas du tout le même quotidien que celui d'un juge pour enfants, par exemple. Donc déjà, alors évidemment, quand on est formé à toutes les fonctions, et après, même quand on est dans son poste, ça arrive qu'on aille remplacer, qu'on tourne, etc. Donc il y en a plusieurs que j'ai exercées, mais en fait, je vais avoir quand même du mal à décrire vraiment le quotidien de fonctions que j'ai pas occupées. Par exemple, moi, j'ai jamais été au parquet, c'est-à-dire proc. Ça, je peux pas en parler, en fait. Je vois mes collègues, je vois très bien quel est leur travail, mais je peux pas vous dire ce que ça fait. Mais par exemple, pour parler de fonctions que je connais bien, juge d'instruction, juge des enfants, par exemple, c'est un quotidien d'être en face à face avec des personnes dans son bureau pour aborder des points hypersensibles ou des histoires dures. Avec des enjeux importants pour les personnes qu'on a en face de soi, et on va devoir décider, par exemple, de demander une incarcération, de placer des gamins, d'ordonner des suivis éducatifs hyper intrusifs où on envoie des gens au domicile, etc., sur des suivis éducatifs. Donc tout ça fait que ces entretiens-là, souvent, il y a... c'est intense, quoi. On recueille des paroles intenses. Évidemment qu'on fait violence aussi aux personnes qu'on a en face de soi. Et que parfois il y a des gros clashs. Ça arrive. Donc il y a cette intensité-là dans ces moments de face à face qui sont, je sais pas, pour vous donner une idée. Quand on est juge d'instruction, si on a un cabinet chargé, en fait, si on traite, on va dire, du droit commun, quoi, qu'on n'est pas dans des trucs spécialisés, genre
des affaires éco-fi, des trucs comme ça, mais genre du petit stup, des trucs du quotidien. Et ben en fait, on va avoir des entretiens matin après-midi, quoi. Enfin, je veux dire, ça va nous occuper peut-être 14-5 heures de notre journée, voire plus. Quand on est juge des enfants, on est comme ça en face à face avec... ça va être une succession de 4-5 situations qu'on reçoit dans la journée. Donc on va faire pareil, 4 fois 1 heure, ou 45 minutes, ou 5 fois, 6 fois même, avec des familles. Donc en plus, il faut passer d'une situation à l'autre. Donc il faut encaisser les trucs. Et après, le reste, c'est gérer des urgences, c'est répondre aux courriers des gens, c'est travailler ses dossiers. Enfin voilà, donc en plus, il y a une intensité de charge de travail. Donc, et devoir prendre des décisions, parfois sur des durées super courtes en fait, parce que ça se fait, par exemple, juge des enfants, on a préparé son dossier, on reçoit la famille, chacun, il y a l'audience qui se tient, où chacun donne son avis, etc., on entend tout le monde, et en fait, la décision, la plupart du temps, même si c'est pas une règle absolue, on la prend tout de suite dans la foulée, en fait. Et parfois des décisions qui engagent, typiquement ordonner pour la première fois le placement d'un enfant. Et on l'annonce en direct aux gens. Donc du coup, oui, l'intensité, c'est celle-là. Et je me souviens, vraiment le premier stage qui s'appelle Découverte, que j'ai fait, et notamment auprès d'une juge des enfants, je me suis dit, mais c'est à la fois fascinant, hyper intense, et il y a un côté presque... grisant, parce qu'il se passe vraiment des trucs, et à la fois hyper violent, quoi, de ce qui se dit et de ce qui s'annonce, des décisions qui sont prises. Donc ouais, l'intensité, c'est celle-là, et après, dans d'autres fonctions, ça peut prendre d'autres formes, mais je pense que c'est ça, c'est à la fois la densité d'une journée, quoi, de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on fait, et à la fois l'intensité humaine, des situations qui se nouent et qui se déploient devant nous, quoi. Mais alors, est-ce que... je mets un peu les pieds dans le plat, mais parce que là, par exemple, vous avez évoqué 2 types de cas de figure. Juge d'instruction, affaire de stup, juge des enfants, placer des gamins, quoi. Quant à l'intensité et quant dans le fond même à la texture du métier, sans rien y connaître, on imagine assez facilement en quoi est-ce que juge des enfants, donc décider quoi faire de et pour un gamin maltraité, etc. On s'imagine bien subjectivement le juge être cette espèce de balance là, à se dire l'intérêt de l'enfant, l'intérêt des parents, etc. Et donc, une décision à prendre où dans tous les cas il faut qu'elle soit prise dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, on se figure quelque chose de très subjectif, et surtout quelque chose avec lequel n'importe qui pourrait être en phase, parce que objectivement, il faut bien faire quelque chose dans ce cas-là. Par contre, si on prend la question des stupes, j'ai l'impression que c'est une toute autre histoire, parce que tout le monde sait bien que la gestion de l'utilisation de drogue en France, c'est un enjeu politique répressif, etc. Mais bon, à la fin des fins, les dealers qui vendent de la drogue, c'est des commerçants illégaux, mais l'activité, dire que cette activité-là serait mauvaise en soi, on peut le penser qu'à partir du moment où on fait sien tout un tas de préconisations gouvernementales, politiques, etc. On pourrait par exemple imaginer assez facilement que, j'imagine que, y compris à l'école de la magistrature, la moitié des élèves doivent fumer des joints en soirée le samedi soir. Et donc ces mêmes personnes qui fument des joints le samedi soir, quelques mois après, ou même quelques heures plus tard, ils se retrouvent dans leur cabinet de juge d'instruction et ils disent Monsieur Bidule, vous allez aller en prison parce que vous avez vendu le shit que je fume le week-end. Et donc là, d'un seul coup, subjectivement, se dire ce que je fais c'est tip top et c'est trop... c'est pas la même chose, et donc l'intensité ça doit pas être la même, et en gros il y a une situation où on imagine bien comment subjectivement on peut faire sienne l'idée de justice, et une autre où il y a forcément une espèce de petite hypocrisie et en fait dans le fond d'avoir un rôle purement répressif et fonctionnel dans la chaîne pénale, quoi.
Ouais, alors je dirais même qu'en fait, on est tout le temps dans cette tension. C'est-à-dire que même dans les fameuses situations où on se dit, ouais, de l'extérieur, ça a l'air évident que, bah oui, là, ce gamin-là, il est maltraité, il faut le protéger, et il n'y a pas 36 000 solutions que de le retirer dans sa famille, et il n'y a pas 36 000 autres personnes que l'État, par le biais du juge, qui est en capacité de le faire dans notre société, ok. Mais sauf qu'en fait, après, quand on déplie ça, il y a plein de micro-questions qui se posent. C'est-à-dire que nous, en fait, on est placé dans la situation où quand ça arrive devant nous, c'est la merde, en fait. C'est qu'il y a eu en amont plein de problèmes, des problèmes institutionnels, enfin voilà. Donc en fait, la tension, elle existe tout le temps. Il n'y a pas d'évidence, mais évidemment, il y a des fois où elle est beaucoup plus flagrante que d'autres. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de juges ou d'étudiants qui fument des joints. Je pense que c'est probable. Mais du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont conscience que, en fait, oui, pénaliser l'usage de stupes, etc., c'est n'importe quoi, et que c'est vider l'océan à la petite cuillère, etc. Donc en plus, là, on nous demande frontalement d'appliquer des textes ou des process dont on sait que c'est de la merde, quoi, en fait, concrètement. Donc ouais, faut dealer avec ça. Typiquement, juge des enfants, parce que du coup, on est juge des mineurs en danger, mais aussi des mineurs délinquants. Et donc, on passe notre vie à dealer avec ça, en fait, à avoir dans nos bureaux des gamins poursuivis pour des usages de stupes dont on n'a absolument rien à foutre. Et en fait, ce qui est intéressant, alors ça va pas être le cas d'un juge d'instruction, mais c'est de voir dans quelle marge, en fait, on a pour se débrouiller avec ça sans en faire quelque chose. Alors, pour les mineurs, c'est assez simple, sans en faire quelque chose de purement répressif et de complètement débile. Parce que pour la justice des mineurs, on a encore une marge de manœuvre qui fait qu'on n'est pas obligé de tabasser, quoi, en fait, les gamins, surtout pas pour des usages de stupes, et qu'en fait, on peut l'utiliser comme plutôt outil pour essayer de voir si c'est des gamins qui ont des situations vraiment de merde, et d'utiliser même le pénal, en fait, pour faire un truc un peu chouette pour un gamin. Mais c'est-à-dire, par exemple, Et bah concrètement, alors là c'est le shit, mais en fait très souvent les gamins qu'on a qui ont des gros problèmes d'addiction, il n'y a pas vraiment beaucoup de hasard. Souvent c'est des situations qui ont aussi c'est des gamins qui ont des situations familiales ou sociales super de merde, et qui sont aussi suivis, ou qu'on peut imaginer suivre sur un volet mineur en danger, en fait. Et parfois, l'outil pénal, en fait, nous donne la possibilité de déployer des outils éducatifs, quoi. Enfin, utiliser certains services d'accueil de jour, de machin, pour essayer de leur proposer, je sais pas moi, de se remettre à niveau, de se désintoxiquer, de s'éloigner de leur famille si leur famille ça va pas du tout. Enfin, voilà. Donc, en fait, on arrive un peu à dealer avec ça. Dans d'autres fonctions, c'est pas le cas. Par exemple, juge d'instruction, si on est saisi d'un trafic de stupes, en fait, on est saisi, on doit le traiter, quoi. Par contre, là où on peut jouer, c'est on n'est pas obligé de demander de la détention pour tout. On peut essayer de faire un gros tri, de se dire, ouais, bon, alors vraiment, le bas de la chaîne et tout, on va laisser de côté, machin. Mais de fait, en fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que si on a des éléments qui montrent que, bah oui, le mec a fait du trafic, on va pas pouvoir décider que non, en fait on s'en fout, et on va pas le poursuivre, on va pas le renvoyer devant le tribunal, machin. Et sur la détention, ouais, c'est compliqué, mais après il y a aussi des pratiques, des seuils. Enfin, on peut refuser de saisir et d'envoyer en détention, mais on a aussi la possibilité que ça soit rejugé au-dessus de nous. Enfin, et quand, par exemple, ce qui, moi, a été mon cas quand j'étais juge d'instruction, j'avais un seuil de saisine pour placer en détention qui était beaucoup plus bas que mon juge délibérateur. Alors, c'est un peu jargonnant, mais qui était beaucoup plus bas que le juge que je saisis pour placer en détention. Donc, ça veut dire que je savais que si je le saisissais, il allait y aller, le mec. Et je savais aussi que j'avais un seuil beaucoup plus bas que la cour d'appel qui rejugeait si voilà. Donc si je saisissais pas pour aller en détention, je savais que mon parquet allait faire appel et que le mec allait se faire placer en détention par la cour. Donc en fait, on est aussi dans des arbitrages de dire, ok, moi, peut-être lui, je l'envoie pas, mais en vrai, si de toute façon, il va y aller, enfin, voilà. Donc on essaye aussi d'être dans un peu des stratégies de, voilà. Et puis malgré tout, on
On est en charge d'une affaire de stup, alors, qui peut mettre en cause plein de gens et tout ça, dont, malgré tout, quand même, à un moment donné, aussi des gens qui peuvent être aussi violents, où il peut y avoir aussi des représailles dans tous les sens. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ça arrive aussi, enfin, c'est un peu bizarre, et c'est pas une excuse en soi, mais que des mecs préfèrent aller au trou que de sortir, quoi, en fait. Dans certains trafics de stupes pour leur propre. Oui, mais bon, ça reste. Je pense que si on s'intéresse à la. Non, c'est pas le gros. C'est pas le gros du stup, mais le stup qu'on a dans les cabinets d'instruction, c'est quand même un peu du gros stup. Enfin, c'est pas a priori des tout petits trucs, voilà. Mais donc du coup, en fait, oui, on est dans des arbitrages où parfois on sait que. Bah oui, en fait, de par la situation dans laquelle on est, forcément, on va faire de la merde, en fait. Enfin, je veux dire, on doit appliquer des textes de merde, on est saisi, on est obligé de le faire, on a une marge de manœuvre. Donc, en fait, jamais, à aucun moment, rien ne nous oblige à envoyer quelqu'un en prison. Enfin, oui, c'est aussi notre décision. Mais sauf qu'on sait qu'il y a quand même des critères légaux, etc. Et que si on le fait pas, et ben derrière nous, en fait, il y aura un appel. Oblige, mais tout vous y oblige. Enfin, voilà, c'est ça. Mais que en fait, si on le fait pas, pour plein d'autres raisons, enfin, ça pourrait être le parquet fera appel et de toute façon il ira. Enfin voilà. Donc oui, il faut souvent dealer avec ça. Et en fait, il n'y a pas vraiment de situation super confortable. En tout cas, dans ces fonctions-là. Après, j'ai dit, enfin, je parle de ça, mais en fait, il y a aussi des tas de juges qui font des trucs qui n'ont absolument rien à voir, genre juge des tutelles, ce que j'ai fait en début de carrière aussi, 2 ans, enfin, ou juge civil, c'est-à-dire qu'on va juger, je sais pas, les expulsions locatives, par exemple, où en fait, il y a des tas de collègues où les crédits à la consommation, vraiment, leur taf, c'est d'accorder des délais au max aux gens pour les expulsions. C'est de raser les intérêts complètement délirants des sociétés de crédit, etc. Enfin, il y a vraiment des réalités de fonctions qui sont complètement différentes, où on ne se pose pas les mêmes questions, quoi. En fait, on peut dire que c'est un des métiers qui est plutôt rare, enfin, dont les conséquences de ce qu'on est en train de faire sont extrêmement lourdes et graves pour les personnes que l'on rencontre. Et justement, comment vos collègues, vous-même et vos collègues, s'arrangent avec ça? Comment, en fait, quelles sont un peu toutes ces espèces de, je sais pas, des justifications, de façons qu'ont les uns et les autres d'apaiser ces tensions qui sont, en fait, j'imagine, au bout d'un certain temps, assez invivables, quoi, d'être tenu de... Alors c'est compliqué de répondre pour tout le monde, mais en fait, de ce que j'ai pu observer, des discussions que j'ai eues avec des collègues, en fait, il y a plusieurs trucs. On a des collègues qui se racontent qu'ils n'ont pas le choix, enfin que vraiment c'est la loi, quoi, en fait, et qu'ils ne sont que la je pense qu'ils y croient pas eux-mêmes, hein, mais sur la courroie de transmission. Ouais, que en fait, aussi la démocratie, c'est la loi, et que en fait, ça serait arbitraire que de dire que si, enfin, voilà, ils se racontent l'histoire qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Voilà, il y en a d'autres. Qui je sais pas, ouais, enfin, en fait, on n'a pas tellement, en fait, on n'a pas tellement de discussions entre nous là-dessus. C'est surtout ça, en fait. C'est que du coup, c'est très solitaire, je pense, et c'est très parfois, en fait, on va entre nous s'évoquer une situation qui nous a mis en difficulté vraiment, etc., entre deux portes. Mais en fait, comment on le gère, je sais pas. Ouais, on cloisonne probablement, je sais pas. Mais alors, moi, je rebondis là-dessus parce que pour avoir assisté quand même à un certain nombre d'audiences de correctionnelles notamment, mais il y a vraiment un truc qui m'a toujours marqué, c'est que à peu près systématiquement, j'avais l'impression, moi, en tant qu'observateur, que le ou la juge qui se retrouvait dans cette position, qui est pas rien, qui est sur l'estrade, etc., pour juger,
avait un comportement que je trouvais odieux, de différentes manières. Mais j'ai toujours l'impression que les juges, lorsqu'ils jugent en public, etc., se retrouvent toujours en fait à parler aux prévenus d'une manière où personne dans la vie parle comme ça aux autres, avec une espèce de hauteur, etc. À se permettre des réflexions complètement hallucinantes. Enfin, en gros, un truc très paternaliste, très souvent très violent, très humiliant. Et vraiment, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir vu ça tout le temps. Et au point que je pense qu'il y a deux hypothèses. Soit on se dit, en fait, tous les juges sont vraiment des merdes dans la vie, quoi. C'est, en fait, ils se permettent de se comporter avec les autres comme personne ne se le permettrait normalement. Soit on se dit peut-être qu'en fait, il y a là une espèce de mécanisme de compensation subjectif et personnel, parce que quand on y réfléchit, ce geste de juger autrui, c'est pas tout à fait rien. Enfin, en fait, dans notre métaphysique générale, la seule entité normalement qui est en mesure de juger, c'est Dieu. Enfin, il n'y a que Dieu qui est suffisamment vertueux et infaillible pour pouvoir distribuer les bons et les mauvais points. Et donc, une hypothèse, c'est que en fait, quand on se retrouve quelque part un peu à usurper la place de Dieu, c'est-à-dire à se mettre dans la situation où on estime être suffisamment vertueux pour juger les autres et accessoirement les condamner, et ben qu'en fait cette contradiction-là, pour pouvoir tenir ça, il faut, comme s'il fallait en fait surjouer le surplomb, surjouer l'espèce de violence institutionnelle, parce que sinon, à contrario, si on imaginait des juges un petit peu frêles et hésitants, par exemple, qui hésitent dans leur jugement, enfin si ça se ressentait par exemple dans une audience, et ben d'un seul coup, toute l'espèce de mise en scène et toute la puissance institutionnelle qui vient justifier le fait d'écrabouiller la vie des gens, c'est quand même in fine ce qui se passe, pourrait pas tenir en fait. Et donc c'est comme si le être odieux était le corollaire de l'acte de juger. Ouais, alors ça dépend des fonctions, mais en fait pour le coup en correctionnel, en plus, tout pousse à ça. C'est-à-dire qu'il y a le rituel judiciaire et il est en soi hyper écrasant, avec la salle d'audience, le mec debout comme un pénitent à la barre, la robe, l'estrade, etc. Donc évidemment, on a cette espèce de décorum, etc., qui déjà nous met dans l'ambiance, quoi. Voilà. Et ensuite, je pense qu'effectivement, il y a... c'est sans doute plus simple de se raconter que quand on enfile sa robe, en fait, on est plus soi, en fait, on est la fonction, et on est la figure du juge, neutre, etc. C'est sans doute plus simple aussi d'affirmer son autorité en étant rigide et odieux, je pense. Et que du coup, oui, on a un peu tout qui nous pousse à cette posture-là. Et par exemple, quand on est juge des enfants et qu'on juge les mineurs, c'est intéressant parce que ces questions-là, en fait, on doit se les poser dans nos pratiques. Parce qu'en fait, les mineurs, il y a toute une série de situations où on les juge même au pénal, dans nos bureaux, en fait, pas dans une salle d'audience avec le décorum, etc. Et là, on voit que, par exemple, il y a plein de pratiques différentes entre juges des enfants, entre ceux qui mettent la robe, qui la mettent pas, ceux qui font asseoir les gamins. Donc on est juste, par exemple, moi je mettais pas ma robe, j'étais derrière mon bureau, et le gamin il est assis en face de moi, et en fait je vais pas dire on discute, parce que ça reste un truc un peu ritualisé, où chacun a la parole dans l'ordre, etc. Mais où du coup, en fait, c'est pas du tout la même ambiance, en fait. Et là, dans ce type de cadre, évidemment qu'on peut pas parler de façon odieuse aux gens. Enfin, on peut, j'imagine qu'il y a des collègues qui le font. Mais si on le fait, en fait, ça réagit direct. C'est pas une salle d'audience avec les flics, avec tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, on se prend le retour de bâton direct. Et c'est hyper facile de faire péter un plomb à un gamin dans son bureau en lui parlant mal. Donc je pense que... mais je sais qu'il y a des collègues qui s'amusent ils mettent la robe, ils recréent dans leur propre bureau l'espèce d'ambiance super lourde. J'en ai même entendu un qui racontait qu'en fait, il demande au gamin de rester debout, les mains dans le dos, pendant qu'il se fait juger. Moi, je trouve ça hyper humiliant. Mais du coup, voilà. Mais c'est intéressant parce que du coup, ouais, on voit que évidemment qu'on met une part de soi là-dedans, quoi, en fait. Et
et que c'est sans doute plus simple de faire comme si c'était pas le cas, et comme si, évidemment, juger, c'est ça, c'est être au-dessus des autres et tout ça. Voilà, après... ouais, est-ce qu'on est obligé d'être odieux? Non, je suis pas sûre. Mais ouais, mais on est obligé aussi de faire gaffe. Enfin, je pense qu'il y a aussi une dose de malentendu. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y a plein de gens odieux, mais qu'on gère aussi des trucs de distribution de temps de parole, de respecter la procédure et la règle, d'avoir cette aussi exigence d'apparence d'impartialité. Où du coup, si on apparaît, entre guillemets, trop empathique avec soit le prévenu, soit la victime, soit n'importe qui, en fait, du coup, on pourrait nous faire le reproche de préjuger, enfin, d'avoir préjugé ou d'avoir un parti pris. Donc, du coup, peut-être que c'est plus facile de le gérer en étant hyper sec et hyper, enfin voilà, à distance et machin avec tout le monde. Même si j'ai l'impression que c'est plus avec les prévenus qu'avec les autres. Mais ouais, ouais. On pourrait imaginer assez facilement que c'est un peu un ethos professionnel, quoi. C'est-à-dire une certaine manière d'être qu'on a pris pour habitude d'avoir, notamment en raison de l'idée qu'on se fait du juge, quoi. Ouais. Et cette relation absolument asymétrique, et y compris d'ailleurs, en fait, d'imaginer que l'antipathie, ou alors pour un terme un peu léger vis-à-vis des gens qu'on a en face de soi, c'est probablement pas seulement pour faire figure de neutralité, que peut-être en fait une disposition d'esprit qu'on a tendance en fait à avoir, notamment parce qu'on est plongé dans un milieu quand même qui est assez étroit. Je veux dire, le milieu des magistrats, je sais pas leur culture à l'extérieur, etc. Si c'est des milieux en fait qui sont assez clos sur eux-mêmes, enfin je sais pas s'ils ont des socialisations assez diversifiées ou pas. En fait, j'avais un peu l'impression qu'il y avait un peu cette idée comment dire, d'une idée de soi en fait, et qui passe par un rapport à l'autre qui est nécessairement de l'ordre très paternaliste, de l'ordre de par l'idée qu'ils ont de la fonction qu'ils sont en train d'occuper. Ouais. Quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Enfin, ça reste encore un métier qui est connoté, qui est socialement valorisant. Un peu une espèce de notabilité liée à ça, qui est à mon avis un peu en train d'évoluer. Enfin, parce que le corps, sociologiquement, il reste un corps très blanc, classe sup, etc. C'est un peu en train de changer, où il y avait beaucoup de magistrats de père en fils, voilà, des espèces de familles ou de grands juristes, quoi, universitaires, avec un qui est magistrat, machin. Je pense que c'est un peu en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de recrutement par voie parallèle, donc des gens qui ont des expériences pro autres, donc qui peuvent avoir été avant, par exemple, agent de greffe, qui est des corps de fonctionnaires qui peuvent être catégorie C ou B, voilà, et issus de milieux sociaux plus diversifiés, ou qui ont des expériences de, je sais pas, juriste d'entreprise, ou même rien à voir. Mais oui, je pense que c'est assez lié à ça, et évidemment un rapport de classe, quoi. Parce que je veux dire, les gens qu'on a devant nous, c'est, à part quand on est juge d'instruction en écofi, c'est plutôt des gens pauvres, ou en tout cas de milieu. Vous pouvez préciser écofi économique et financier. C'est pas. Voilà, le gros des troupes qu'on a à juger, c'est évidemment des pauvres ou des gens. Pas de classe sociale supérieure, quoi. Dans lequel, j'imagine, s'exprime un certain mépris de classe dans oui. la discussion oui. Peut-être que c'est le moment d'arriver quand même au point, parce que vous avez déserté, comme. Ouais. Et c'est quand même une décision lourde, surtout. Quand on sait en fait la difficulté aussi d'accéder à ce genre de métier. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, Ouais, alors c'est pas hyper courant. Il y a quand même des démissions dans la magistrature, mais qui sont plus des profils de gens qui ont pu aller un peu pantoufler dans le privé en passant par des disponibilités, etc.
et qui se barrent parce qu'ils ont autre chose en vue. Alors, est-ce que c'est lié aussi aux conditions du métier ou juste à des problèmes de rémunération, j'en sais rien. Et des gens qui partent comme moi juste parce que en fait se sentant plus à leur place, on va dire, sans projet précis autre derrière. Il n'y en a pas tant que ça, mais je pense que ça commence à émerger et ça va émerger. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a mis du temps. Enfin, je veux dire, c'est par phase. Il y a un moment où on découvre le métier, on trouve ça plutôt bien, ce que j'ai dit, enfin voilà, cette espèce d'intensité, etc. On a le sentiment qu'on arrive quand même dans certaines situations, enfin surtout dans des fonctions comme juge des enfants par exemple, à faire des trucs entre guillemets chouettes, enfin c'est-à-dire sur des situations individuelles, à arriver quand même à dealer des trucs plutôt pas trop mal, et à se dire que peut-être que d'autres feraient pire, en fait, enfin. Et puis il y a un moment où effectivement, voilà, c'est la prise de conscience que bah non, en fait, le cadre, il est tellement, pour moi en tout cas, il est tellement merdique, et en fait, j'arrive plus à dealer avec tous ces trucs dont on a parlé. Et de se dire que vraiment on va arrêter, parce qu'évidemment il y a du confort matériel, on est plutôt bien payé quand on est magistrat, il y a cette notabilité, enfin, à laquelle moi je suis pas forcément très attachée, mais je pense que malgré tout ça joue, enfin, je veux dire, voilà, les parents ils sont fiers de dire que, enfin voilà. Et donc du coup moi c'est passé par, enfin j'ai pris 1 an de disponibilité, j'ai arrêté de travailler 1 an. Après, j'ai occupé aussi des fonctions plus syndicales, enfin voilà, donc avec une prise de recul aussi du quotidien. Et à un moment de me dire, mais en fait, juste pourquoi je continue, quoi, en fait, enfin, j'ai vraiment aucune raison de le faire. Mais du coup, ça a pris du temps, enfin, moi, ça m'a pris plusieurs années. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, quand je l'ai annoncé à mes collègues, je m'attendais plutôt, enfin, je craignais plutôt des réactions un peu négatives, quoi, enfin soit d'incompréhension totale, soit de un peu ça va, les rats quittent le navire, parce qu'en fait vraiment, enfin c'est un métier qui est pas simple, enfin il y a plein de collègues aussi qui bossent énormément, enfin voilà, et donc du coup et en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, vraiment, la majorité des réactions, c'est « Ah ouais, non, mais je comprends trop. Ah ouais, non, mais c'est courageux. Ah ouais, non, moi j'y ai déjà pensé, mais je sais pas si je pourrais sauter le pas, etc. » Et du coup, je me rends compte que oui, probablement que ça arrive, enfin, que ça risque d'arriver de plus en plus. Mais ouais, après, qu'est-ce qui manque pour franchir le cap? Je sais pas. À plus, je sais pas. Est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est vrai que c'est une chose par exemple de faire une critique de la justice en tant que telle, et puis c'est une autre que de faire une critique de l'intérieur de l'institution judiciaire, et notamment de ce que vous évoquez, le cadre problématique. Quels sont les problèmes concrets, en fait, les espèces de contradictions, les contrariétés que vous avez vécues au quotidien, et qui au bout d'un moment, en fait, vous conduisent tout simplement déjà à penser, enfin vous mettre en disponibilité, à prendre du recul progressivement, et cette prise de recul devient un jour une émission. Et ben, c'est en fait de devoir faire des micro-arbitrages tout le temps entre ce qu'on devrait faire pour arriver à le faire à peu près bien, et à arriver justement à ce niveau de résultat sur une situation particulière où on estime que là, en fait, on a au final pas dégradé une situation, en fait. Enfin, moi, évidemment, je parle beaucoup plus avec mon idée de juge des enfants, mais très concrètement, c'est d'avoir, je sais pas moi, la situation d'un gamin et d'une famille où ça craint vraiment, on prend des décisions, en fait, elles sont pas appliquées parce qu'il y a rien qui suit, les services éducatifs, ils interviennent pas, on traite dans des délais qui vont pas, enfin voilà. Et tout le temps, en fait, d'avoir le sentiment que de plus en plus, en fait, il y avait absolument non seulement zéro plus-value à l'intervention judiciaire, mais voire un truc plutôt néfaste, en fait, de se dire que finalement ça aurait peut-être été mieux qu'on n'intervienne pas du tout, alors que pour autant, on voit bien qu'il y a un problème et que la situation familiale est super dégradée, et que les seules fois
où, de plus en plus, les fois où j'avais le sentiment que, ouais, en fait, si l'intervention, elle était quand même plutôt pas mal, c'était au prix de passer 15 coups de fil, d'insister pour que, si quand même, pour ce gamin-là, on arrive à trouver un truc, et de se dire, ouais, mais non, en fait, si les seules fois où je me sens juge, dans le sens d'avoir fait un truc plutôt protecteur pour un gamin, c'est les fois où, en fait, je me suis battue des heures contre l'institution, ou en tout cas des bouts de chaîne de l'institution, c'est qu'il y a un problème, fondamentalement. C'est que du coup, ça va pas. Et puis parce que malgré un engagement syndical, malgré des collègues dont on va dire la grosse part sont pas des gens antipathiques, etc., mais sont plutôt des gens qui font leur quotidien et deal avec ça, mais sans, on va dire, espace collectif de réflexion et d'essayer d'élaborer quelque chose au sein de sa juridiction, par exemple. Ça n'existe pas. Ou très peu. Et donc de se dire, en fait, y a pas, je voyais plus de prise et d'être à ma place là-dedans, en fait. Mais c'est un arbitrage personnel. Peut-être que tout le monde n'en est pas là. Tu vois. Mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que le problème, est-ce que la question, elle se dédouble pas? C'est-à-dire que là, on voit avec la pétition des 7000 ou 8000, je ne sais plus, magistrats pour des moyens de la justice, etc. Fonctionnaires, ouais. On voit bien, là, dans ce que vous dites, le moment où, en fait, le rôle de juge, finalement, consiste à être une mauvaise assistante sociale, dans le sens où vous n'avez même pas les... vous dites que le travail d'assistante sociale, vous avez même pas, pour les juges des enfants, vous n'avez pas les moyens de faire ce qu'il faudrait faire pas pour que la justice passe, mais en l'occurrence pour que un gamin puisse avoir l'aide qui lui est nécessaire. Donc, en gros, l'action des moyens de la justice, où on pourrait imaginer que s'ils étaient plus grands, il pourrait y avoir une bonne justice, on va dire cette problématique-là. Et puis il y a peut-être ce qu'on disait avant, qui est la question de est-ce que si on met cette question de parce qu'en fait la figure du juge des enfants, elle est à la fois réconfortante, mais aussi un peu fourbe, parce qu'en fait la plupart des gens, ils n'ont pas affaire à des juges pour enfants, quoi. Et donc la deuxième question, que serait en fait la difficulté qu'il y a à juger. En fait, est-ce qu'il y a pas, il faut quand même une disposition particulière pour assumer au quotidien, d'avoir comme travail d'enfermer, de juger des gens, d'établir que leur comportement ne va pas selon des critères et des règles parfois un peu absurdes. Ça, il faut le porter sur ses épaules. C'est pas une et par ailleurs, socialement, vous disiez, il y a une valorisation sociale vis-à-vis des parents et tout ça quand on est juge, ce qui est absolument certain, on va dire, du point de vue, on va dire, d'un point de vue un peu bourgeois au sens très générique du terme, c'est stylé d'être juge. Mais dans la société, pour tout un chacun, c'est pas si certain que les juges aient une aussi bonne presse. Non, c'est même sûr que non. Quand on pense à un juge, on pense à quelqu'un de pas très marrant, quoi. Quand même. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas deux pans au problème, notamment dans la question de la désertion, la question des moyens, mais aussi la question, on va dire, plus fondamentale de ce que ça représente de s'arroger le droit de juger, quoi. Ouais, alors en fait, moi, quand je disais se battre, etc., contre l'institution, il y a le problème de moyens, mais il y a le problème de sens et de ce qu'est... il y a le problème initial de c'est quoi l'acte de juger, c'est un peu fou quand on y pense, etc. Mais il y a aussi de ce que c'est en train de devenir de plus en plus, en fait. Au-delà de la question des moyens, de plus en plus, quand on, par exemple, on est évalué, quand on est magistrat, les critères d'évaluation, c'est pas
Est-ce que, par exemple, tu tiens tes audiences de façon en écoutant les gens, enfin en étant à peu près pas trop une machine et à peu près pas trop odieux, etc., en respectant les droits de tout le monde et tout ça. En fait, de plus en plus, c'est le critère, c'est les chiffres, les flux, les machins, les trucs. Et donc, du coup, les espaces au sein du métier où on pourrait dire, bah là, en fait, moi, je vais essayer d'y mettre un truc un peu moins con que juste la loi prise dans son application rigide, etc., et ben c'est de moins en moins possible. Alors c'est compliqué à imaginer sur le pénal, parce que évidemment, en soi, condamner quelqu'un à de la prison, c'est déjà un parti pris, en fait. Enfin, c'est déjà violent, c'est déjà... voilà, mais dans le pénal, il y a aussi des fonctions type juge d'application des peines, où le quotidien de ces collègues-là, c'est quand même, pour certains, pas tous évidemment, mais là c'est encore l'arbitrage de chacun, mais le quotidien, c'est d'en faire sortir le maximum, enfin d'aménager le maximum et d'adapter une peine à la réalité de quelqu'un, voilà. Donc, et ceux-là, par exemple, ces collègues-là, ils se heurtent aussi à... Mais en fait, les critères de la loi pour aménager, c'est un mec inséré avec un taf et tout. Mais en fait, qui dans notre population pénale, à part Balkany, est dans cette situation, en fait? Et donc, ils se heurtent au problème de... Bah, moi, je veux bien, mais en fait, si je veux aménager et tous mes SDF et tout, en fait, il me faut des structures avec des lieux d'hébergement pour pouvoir les sortir, ces gens, et qu'ils aient... Enfin, voilà. Donc, en fait... et évidemment que ça existe de moins en moins, ces trucs-là, en fait. Et donc, pour le monter à un niveau local, et ben, ça demande une énergie folle, quoi, en fait. Et donc, en fait, c'est tous ces espaces-là où on peut se dire, ouais, ok, déjà, envoyer en détention, c'est un problème en soi. Enfin, la loi, elle est complètement con sur certains trucs. Mais voilà, en se disant, bah, moi, je vais essayer de jouer sur les interstices et tout ça, en fait, c'est de moins en moins possible. Et c'est pas qu'une question de moyens, en fait. C'est une question de représentation et d'idées et de rôle qu'on assigne à la justice, en fait. Et sur la justice pénale, actuellement, en fait, le rôle depuis 20 ans, il est de matraquer, quoi. Enfin, il n'y a pas... Ouais, donc c'est pas tant les moyens à l'intérieur de la justice que les possibilités qu'il y aurait, en fait, enfin, la façon dont la société s'organise. C'est lié, en fait. Simplement, ouais. Et justement, enfin, si c'est possible, avant de continuer là-dessus, de revenir en fait sur l'évaluation, parce que évidemment, j'ai l'impression que c'est un peu comme la plupart des métiers qui font l'objet d'une hyper-rationalisation avec une évaluation généralement qui justement n'évalue absolument pas, on n'envisage absolument pas la dimension qualitative du travail et donc toutes ces adaptations qu'on peut avoir à faire dans l'exercice même de son métier. Et les critères d'évaluation, c'est quoi exactement ? Bah, en fait, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon juge, quoi, d'après le... Bah, enfin, de toute façon, ouais, déjà, qui nous évalue, c'est nos chefs de juridiction, c'est-à-dire qu'ils ne nous voient pas bosser au quotidien, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un exercice hyper solitaire. À part le volet audience publique qu'on tient dans certaines fonctions, le juge des enfants, il tient 0 audience publique. C'est soit dans son bureau, soit sur des audiences qui sont à huis clos. Le juge d'instruction, ça se passe que dans son bureau. Le juge d'application des peines aussi. Enfin, il y a des tas de fonctions. De toute façon, il n'y a même pas de... Enfin, on ne peut même pas voir ce qu'il fait. Donc, en fait, on est jugé par son supérieur qui ne nous voit pas travailler, qui ne sait pas ce qu'on fait. Et donc, ce à quoi lui il a accès, c'est nos statistiques, combien de jugements on a rendus, combien de décisions on a rendues, combien de familles on a reçues, combien de dossiers on a traités, etc. Voilà. Il remplit une espèce de grille. Il y a la qualité, de rédaction des décisions, mais la qualité de rédaction des décisions, en fait, comme on est nous-mêmes à être dans un arbitrage constant du fait de la charge de travail entre mes jugements, je les torche parce que, en fait, si j'y passe trop de temps, c'est ça de temps en moins que j'aurai à consacrer aux audiences, à mes familles, ou à l'étude des dossiers, ou à d'autres tâches qui sont absolument fondamentales aussi. Donc, du coup, c'est un des critères d'évaluation, mais qui est aussi super biaisé. Voilà, donc en fait, et comme de plus en plus les chefs sont des managers, quoi. Ils ont des tableaux de bord, ils ont des flux, quoi, en fait. C'est plus des gens, quoi, c'est des flux, quoi, de dossiers. En fait, ouais, les critères d'évaluation, c'est quoi ? Je sais pas.
Je sais pas, parce qu'à côté de ça, ils remplissent toute une grille avec des trucs incroyables, avec des croix, donc ça va jusqu'à excellent ou exceptionnel, machin, et avec des espèces de critères qui paraissent super pointus, du genre gestion du temps, relation avec les partenaires, relation avec les partenaires, parce qu'évidemment, quand on est par exemple juge des enfants, on a plein des partenaires. Mais qui leur dit quelle relation j'ai avec mes partenaires? Je sais pas comment ils les appellent pas, quoi. En fait, les avocats, ils leur demandent pas leur avis non plus. Donc en fait, d'où il le sort, j'ai aucune idée. Capacité à faire valoir son autorité ou un truc comme ça. À gérer. C'est là où on met l'enfant debout, les mains dans le Ouais, voilà. Mais alors, en plus, déjà, donc les critères, quand on les reprend truc par truc, il y a certains trucs, on est là, ouais, c'est un peu bizarre. Mais c'est surtout, en plus, comment ils les évaluent, on sait pas. On sait pas. Et en plus, il y a évidemment le jeu de toujours les croix qui progressent au fil de la carrière, quoi. Enfin, il faut que ce soit harmonieux, linéaire, voilà. Donc ouais, l'évaluation, c'est un gros sujet au sein du corps. Parce que nos chefs, eux, sont pas évalués, sont difficilement évaluables. Ceux qui nous évaluent. Oui, pour revenir, sauf si tu voulais continuer sur une relation, mais pour revenir sur ce qu'on disait avant, sur les moyens, etc., de la justice, est-ce qu'il y aurait une bonne justice, etc. Moi, ça me fait vachement penser en fait à la question de l'école, de l'enseignement et des profs. Où c'est comme si en fait pendant longtemps il y avait jusqu'à l'extrême gauche cette espèce d'idée que par exemple, qu'il y avait une bonne école républicaine à laquelle on donne sa chance à tout le monde. Et, on connaît tout ce pataquès-là. Et je dis ça volontiers parce qu'on a beaucoup parlé dans nos réunions pour discuter de quoi on pourrait discuter justement dans les lundis soirs. Et la question de l'école est revenue très régulièrement. Et en fait, on ne voyait pas... soit il y a le point de vue républicain de gauche qui est gentil, sympa, mais très honnêtement niais et à côté de la plaque quand tu vois ce que produit l'école, par exemple, sur les enfants, soit tu as une espèce de point de vue un peu nihiliste, un point de vue, on va dire, radicalement pragmatique, qui est de se dire, en fait, c'est de la merde. Puis en fait, une fois que tu as dit ça, t'as pas dit grand-chose non plus. Ça, on a publié beaucoup d'articles qui sont de profs, notamment, qui sont en fait des descriptifs très précis, cruel, souvent drôle, de l'incapacité même à être prof, en fait, d'à quel point les illusions, à quel point on se mange les illusions de manière systématique, à quel point on bricole, à quel point on ne croit pas dans la vocation, on essaye de limiter la casse, de sauver un gamin par-ci, un gamin par-là, mais c'est j'ai l'impression que c'était quelque chose peut-être de moins prégnant il y a quelques années, quoi. Un petit peu comme si les espèces d'institutions un peu fondamentales de la République, de la démocratie et tout ça, parvenaient plus n'arrivaient plus à se tenir sur les illusions qui les rendaient possibles. Et que en fait tout ça se délite un petit peu, et à la fin des fins, plus personne n'y croit, et pour revenir sur le caractère odieux des juges et du fait de juger, dans le fond, c'est peut-être l'ultime manière de réussir à maintenir l'illusion, à se raconter à l'histoire à soi que en fait ce qu'on fait c'est pour le bien de la communauté, ou que ça ait un sens tout court, quoi. Et je me demande si on n'assiste pas à une espèce d'effritement et d'effondrement des fondements même de ces gros piliers institutionnels qui font tenir notre société comme elle est, quoi. En tout cas, pour le corps des magistrats, le coup de la tribune là, qui a été signée, qui à la fois parle de souffrance au travail, mais qui est pas auto-centré, en fait, qui est sur en fait, ce qui nous fait souffrance, c'est de nous rendre compte que, en fait, justement, cette histoire qu'on se racontait, elle est plus tenable, et que au quotidien, en fait, même si on adhère, on va dire, à la justice telle qu'elle est conçue, etc., en fait, on se rend bien compte qu'on n'est pas en capacité de
de la rendre, et que c'est pas acceptable. Et donc je pense que oui, le corps est en train de commencer à moins se raconter cette histoire-là, en fait, à vraiment se rendre compte que ça va pas. Mais le problème, c'est que ce qui fait consensus, c'est de dire donnez-nous plus de moyens. Sauf que, en fait, ça, c'est la version la moins politique du truc. De faire quoi, en fait? C'est plus de moyens pour faire la même chose, enfin, pour faire, plus, mais plus de la merde, enfin, ça va pas, quoi. Enfin, donc c'est là que, en fait, le truc est un peu enfin, ça va se diviser, en fait, entre ceux qui vont juste se contenter de dire mais moi, en fait, mon métier, si on me donne les moyens de le faire, en fait, tout sera super, et la justice, elle fonctionnera super bien, et c'est toujours ok de continuer à enfermer des pauvres après les avoir jugés de façon odieuse en comparution immédiate. Et ceux qui vont dire ouais, mais alors les moyens, ok, mais en fait, il y a fondamentalement la façon de conceptualiser la justice et comment on la rend, à laquelle il faut réfléchir aussi, quoi. En fait, voilà. C'était ma question suivante, c'est-à-dire que n'importe quel élève de première année de sociologie de la dernière université de France sait que la justice, donc si on met de côté la justice des mineurs, etc., mais que la justice de manière générale est une justice de classe qui est là pour donc tout le truc sur lequel tout le monde s'entend, à savoir la justice n'est absolument pas neutre, mais elle vient défendre une certaine idée de la société, un certain ordre social, etc. Bon, ça, tout le monde, enfin, qui est un tout petit peu lucide, enfin, tout le monde s'accorde là-dessus, en fait, sur ce constat-là. Mais une fois qu'on reconnaît ça, si on met de côté comment est-ce qu'on bricole là-dedans, il y a une question, c'est est-ce que se pose la question parmi les magistrats, parmi les gens qui ont pour rôle de juger, d'une espèce de remise en cause de ce qu'est l'acte de juger lui-même, la justice elle-même, etc. Je dis ça parce que par exemple aux États-Unis, il y a à boire et à manger dedans, mais il y a par exemple beaucoup de débats, de discussions autour de ce que serait une autre justice, la justice restauratrice, transformatrice. Bon, il y a tout un tas de trucs plus ou moins intéressants, mais en tout cas il y a un débat, quoi. Et moi j'ai le sentiment, mais peut-être à tort, qu'en France, y compris parmi les rares magistrats de gauche, j'ai l'impression que que cette discussion-là existe très très peu, enfin en tout cas publiquement assez peu, et que le débat c'est vraiment les moyens, pas les moyens, la bonne justice, enfin comment faire une meilleure justice, mais qu'il n'y a pas de... Enfin dernièrement, il y avait ça beaucoup dans les années 60 et 70, mais que dernièrement il n'y a plus trop de tentatives d'imaginer ce que serait une abolition de la justice, un dépassement de la justice, une autre justice, que sais-je. Ouais. Je pense que ça existe, mais effectivement c'est pas majoritaire, et c'est pas ce qui émerge dans les débats publics. Enfin, c'est plus des gens qui vont se poser la question et bouiner sur. Mais le problème c'est que c'est complètement éclaté, c'est-à-dire qu'en fait c'est compliqué de réfléchir ça si on réfléchit en termes de justice familiale, par exemple, dans les affaires familiales, et au pénal. Enfin, c'est pas la même chose. Et en plus, parce que du coup, avec la question de justice managériale, etc., en fait, le mot d'ordre, c'est de dire il faut éliminer, recentrer le juge sur son cœur de métier et éliminer toutes les tâches indues, etc. Ce qui fait qu'en fait, même dans le discours libéral du ministère actuel, ou depuis 10 ou 15 ans dans les réformes, ils nous vendent l'histoire que c'est bien que la justice se retire, en fait. Et donc ils créent, par exemple, sur les affaires familiales, des histoires de médiation, d'arbitrage privé, de trucs où en fait on réduit l'activité du juge. Donc en fait c'est compliqué parce que en fait on se retrouve parfois à dire ouais, mais en fait ça va pas parce que quand vous dites la justice, en fait il faut qu'elle se resserre sur des trucs.
nous, on sait bien que en fait, ces dispositifs, etc., ils vont pas profiter à tout le monde. Et que en fait, il y a quand même des situations, en tout cas à l'heure actuelle, où le juge reste un moindre mal. Genre, typiquement, les affaires familiales, quand il y a des violences conjugales. Bah, franchement, c'est beaucoup mieux de passer devant un juge, malgré tout, qu'un arbitrage, en fait, ou une médiation de merde sur un coin de table. Donc, du coup, c'est aussi très compliqué d'avoir ce discours de dire justice transformatrice. Ouais, mais c'est aussi aujourd'hui un discours qui est repris, ou qui peut être dévoyé, de dire mais oui, justement, nous aussi, on va vous recentrer sur votre cœur de métier. Les amendes forfaitaires délictuelles, là, de dire aujourd'hui un usage de stupes, ou pour les petits délits, en fait, vraiment, c'est pas la peine d'encombrer les tribunaux avec ça. On va faire de l'amende automatique faite par les flics. Et en fait, ça reste de la justice, mais du coup, ça arrange aussi beaucoup les juges qui voient, eux, leur avantage d'avoir moins de dossiers à traiter et tout ça. Mais donc, du coup, c'est pareil, en fait. Retirer le juge, ouais. Après, j'ai l'impression que les thématiques de justice transformatrice et tout ça, l'idée derrière, c'est pas exactement de laisser la possibilité à la police de mettre des amendes. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, il y a un discours, en fait, de dire ah oui, attention, il faut vraiment réserver maintenant l'intervention du juge à des cas ciblés et tout ça, parce que en fait, en gros, il faut que les gens puissent se mettre d'accord eux-mêmes, qu'il y ait des trucs, alors soit automatiques, évidemment, mais même, la médiation, l'arbitrage, c'est là, on le voit par exemple parce qu'on a des délais très très longs, genre sur les litiges prud'homaux, c'est-à-dire en matière de contentieux employeur-employé. Parfois, avant d'avoir la date d'audience, il se passe 2 ans. Alors, en fait, il y a des gens le discours officiel, c'est de dire ouais, mais en même temps, c'est bien parce que du coup, les gens, ça leur laisse le temps éventuellement de transiger et de parvenir à un accord. Mais quoi ? Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, évidemment, que celui qui est en position inférieure est complètement écrasé par cette attente, et ça va pas. Donc, du coup, ouais, c'est pas dans les débats actuellement. Les magistrats, à la fois, ils croulent sous le taf, et vraiment, je pense que c'est leur préoccupation majeure, c'est de se dire, mais en fait, on fait de la merde parce qu'on n'a pas le temps, ce qui est pas faux. Mais que effectivement, du coup, ça laisse peut-être moins la place à des réflexions plus profondes sur le sens et tout ça. Et ouais. Juste qu'il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée, mais sans rentrer dedans, mais c'est que dans la question des moyens, il y a aussi la question de la manière dont sont répartis ces moyens. C'est-à-dire que aucune idée des statistiques, etc. Mais comme ça, spontanément, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de juges qui travaillent à des affaires de stupes insignifiantes au quotidien pour mettre en prison des pauvres que de juges qui travaillent sur, par exemple, c'est un peu un truc grossier et gauchiste, mais sur l'évasion fiscale, par exemple, ou sur le droit du travail et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même, de manière très très ouverte et claire, d'un point de vue politique, des choix très particuliers de quels sont les comportements qu'on va chercher à réduire, à pénaliser et à sanctionner, et quels sont ceux pour lesquels finalement on s'entend pas un petit peu. Alors, ouais, à la fois oui, et à la fois, il y a, la représentation médiatique de la justice, elle fait que il y a une surfocalisation sur le pénal. Mais qu'en réalité, l'activité quotidienne des juridictions, elle rend plus de décisions, elle fonctionne plus sur les affaires civiles que sur le pénal. Donc ça, c'est juste parce que en fait, ça intéresse personne, le surendettement, les expulsions locatives, les tutelles, voilà. Donc c'est pas complètement vrai. Mais par contre, à l'intérieur de ce qu'on fait au pénal, par exemple, évidemment que...
évidemment qu'il y a beaucoup plus de juges occupés à traiter des procédures insignifiantes de trucs de pauvres et de délits finalement assez mineurs que ceux qui vraiment prennent le temps peut-être de bosser voilà, sur l'évasion fiscale, plein d'autres contentieux, plein d'autres infractions qu'on peut imaginer, je sais pas, les marchands de sommeil, vraiment des trucs qui mériteraient peut-être des investigations plus poussées, tout ça. Mais la vérité, c'est que la justice, pour le coup, elle a pas la main là-dessus. Je veux dire, qui déclenche les enquêtes, qui sont les services d'enquête qui montent les dossiers, etc. En fait, il se passe des trucs en amont. Elle est saisie de ce que la police constate, plus ou moins. Donc si la police, elle est sur la voie publique à traiter la délinquance de voie publique, la justice, elle traite ce qu'on lui amène, en fait. Il n'y a pas vraiment de prospective, sauf en terrorisme. mais même là, quoi. C'est la fameuse phrase de Foucault que la justice est juste là pour entériner les actes de police. Après, il pourrait y avoir une politique pénale un peu différente. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des procs qui décident que, non, ça, en fait, ils s'en branlent et ils classent sans suite, en fait. Je suis pas sûre qu'ils resteraient proc longtemps, c'est un peu le problème. Et que par contre, ils montent des super cellules d'enquête et ils essayent d'organiser un truc super chiadé pour traiter, je sais pas moi, ce que je disais, aller fouiner un peu sur les marchands de sommeil, les gens qui sont du fric en laissant des gens vivre dans des taudis ou je sais pas, des trucs qui ont un sens peut-être social ou même sur leur territoire, par exemple. Je pense que t'as pas forcément... Tu peux ne pas avoir les mêmes priorités de politique pénale sur tel territoire que plutôt sur tel autre. Mais non, ça arrive pas. Parce que en fait, les modes de nomination des procureurs font que s'ils sont à ces postes-là, c'est qu'ils vont pas d'un coup se mettre à faire un truc super vénère qui correspond pas à l'idée que se fait le gouvernement du rôle de l'institution pénale. Donc ça, c'est très très verrouillé. Il y a très très peu de liberté au sein de la justice. Il y en a en fait. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait un parquet qui décidait de se mettre à faire un truc un peu réfléchi, avec un peu des moyens, etc., par exemple sur le traitement des infractions sexuelles, là où il y a 15 ans, on leur a dit « Écoute, mec, c'est pas notre priorité, on s'en tape », je pense qu'aujourd'hui, ils pourraient. Parce que, en fait, le sujet est médiatiquement maintenant reconnu comme important, et du coup, politiquement payant. Mais donc voilà, il y a des créneaux sur lesquels, quand même, ils peuvent faire des trucs, et puis après c'est toujours pareil, localement il y a des petits trucs qui peuvent se faire, mais ça reste limité, quoi. Je trouve ça assez frappant en écoutant la conversation là, depuis quelques minutes. C'est de confirmer encore un espèce de diagnostic qu'on voit encore une fois dans notre milieu. Tu as parlé de l'école, mais là on parle de la magistrature, etc. C'est-à-dire l'incapacité qu'ont un certain nombre d'institutions ici à se réfléchir, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment notre véritable singularité. On prend la police, l'école, etc. Il y a toujours un peu cette idée de continuer finalement à s'accrocher tant bien que mal à l'espèce de récit, d'imaginaire en fait, de ce que devrait être la justice, auquel finalement, c'était l'hypothèse qui est mise, c'est que finalement plus personne n'y croit véritablement, ou en tout cas ces justifications-là, elles ne sont pas suffisantes pour soutenir les uns et les autres dans l'activité ordinaire qu'ils font de leur travail, quoi. Et si on revient quand même sur les cas de suicide, ou en tout cas les cas un certain nombre de cas de souffrance au travail à l'intérieur de l'institution judiciaire. Est-ce que, en fait, c'est assez symptomatique, finalement, au fond, de cette crise de ces imaginaires-là, et qui demande précisément, en fait, non pas à être accompli en leur donnant plus de moyens, mais justement à être véritablement retravaillés et repensés, quoi. Ce qui amènerait, évidemment, la question de savoir est-ce qu'on est capable, et je pense que dans les milieux militants, pareil, on est absolument incapable de le faire, c'est-à-dire critiquer la justice, c'est une chose, critiquer son imaginaire, c'est une chose, essayer de proposer envisager de façon assez consistante sur la façon de faire justice, c'en est une autre, quoi. Et comment, en fait, si on reprend en tout cas les cas de suicide, les cas qu'est-ce qui est, ça serait symptomatique de quoi, en fait, sur l'institution judiciaire?
ouais, de ça, que ça craque, en fait, que ce qu'on disait tout à l'heure, que l'histoire de dire l'institution, en fait, elle remplit une fonction sociale qui est bonne actuellement, en fait. Je pense qu'il y a plus beaucoup de magistrats qui se le racontent, en fait. Mais... et que oui, ça fait souffrance, parce que malgré tout, même si tout le monde n'est pas super chouette et super humainement cool dans la magistrature, en fait, en vrai, voir le résultat de ça en face, c'est-à-dire des gens qui subissent des décisions ou des absences de décision dans leur quotidien de façon hyper violente, malgré tout, en fait, on se rend bien compte que c'est un problème, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait souffrance forcément. Mais par contre, je pense que je suis pas certaine que pour autant il y ait pour le moment une majorité de magistrats qui en sont à autre chose que juste il faut plus de moyens. Voilà. Et c'est ça, et c'est comment on bascule dans dire non, en fait maintenant il faut aussi qu'on réfléchisse à proposer autre chose, à avoir une autre conception de la justice, où là je sais pas si on y est. Et après, oui, l'imaginer autrement, surtout quand on est depuis l'intérieur, c'est hyper compliqué. Mais par contre, il y a juste des trucs où c'est pas très compliqué, en fait. Il y a un certain nombre de choses où on pourrait très bien dire ça en fait plus, par exemple. Mais même ça fait pas consensus. Pour prendre l'exemple du pénal, aujourd'hui, quand on essaye de lancer ne serait-ce que la discussion sur peut-être la comparution immédiate, on va arrêter, quoi. Peut-être que ça, maintenant, voilà, comme tu disais tout à l'heure, n'importe quel étudiant qui a un peu regardé de près la question et lu 3 trucs dessus, c'est que la comparution immédiate, oui, c'est une machine à envoyer en tôle les pauvres pour des trucs, somme toute, pas si graves. Et même ça, en fait, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a des résistances incroyables où les collègues vont t'expliquer que si, quand même, c'est important des fois d'apporter une réponse rapide. Enfin, voilà, toujours les mêmes trucs, quoi. Et donc, voilà, et ça va bloquer, quoi. Donc ouais, non... c'est pas... Le constat de souffrance qui est réel, vraiment, s'il y a plein de gens en arrêt, il y a plein de gens qui sont au bord du bord où ça va pas bien du tout, c'est pas pour autant que ça débouche effectivement sur une vision un peu politisée du truc. Mais peut-être que la destitution de la justice viendra pas de la justice, en fait. C'est peut-être comme si on demandait à la FNSEA mais c'est pour de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se dépatouiller de la pollution et des questions agricoles. Ça peut pas venir de là. Non, probablement pas. Mais disons que ça peut aider d'avoir à l'intérieur, on va dire, suffisamment de monde capable de dire ouais, en fait, on nous dit qu'on fait de la merde, mais en fait, c'est un peu vrai quand même. Donc, du coup, peut-être ça peut être bien qu'on y réfléchisse aussi de notre côté, même si on va pas être d'accord avec les gens de lundi matin et de lundi soir, quoi. Et moi, j'ai une... sauf si t'as d'autres questions, mais moi, j'ai une... Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as voulu la magistrature, tu l'as eu, tu l'as connue, et tu l'as quittée. Et donc ma question un peu fantasque, c'est si tu devais t'adresser à la jeune magistrate que tu étais devenue il y a 20 ans, aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais, en fait? Je sais pas, j'ai jamais réfléchi à cette question. Peut-être qu'elle est juste pourrie. La facilité, ça serait de dire non, n'y va pas, meuf, vraiment renonce, quoi. Mais je suis même pas sûre, en fait, que je pense ça. Ouais, peut-être essayer de plus vite et plus localement essayer de voir s'il y avait moyen sur des trucs très locaux, quoi, au sein d'un tribunal, d'arriver à susciter avec des collègues un truc un peu collectif de réflexion justement sur le taf, sur qu'est-ce qu'on peut changer, essayer de voir si
s'il y a moyen de un peu plus mobiliser concrètement, quoi, localement, sur des trucs super précis. Voilà, à mon avis, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. En tout cas, c'est pas suffisant. Mais voilà. Et sinon, ouais. Mais c'est compliqué parce qu'en même temps, ça, c'est un truc que t'es capable de faire et de concevoir que après un certain nombre d'années. Qu'en ayant eu l'expérience de l'impuissance et des limites. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, je sais pas.